Et salut YouTube, c'est JP de Top Factory. Si vous avez une confiance aveugle dans votre gouvernement, si vous n'avez aucun doute de ce que fait la banque avec votre argent, alors cette vidéo n'est pas du tout faite pour vous. Mais par contre, si vous ouvrez un minimum les yeux et que vous vous rendez compte qu'on vous cache plein de choses, je vous invite à rester avec moi et regarder ce top 10 des théories réelles du complot. Ah, les États-Unis et leur manie de se montrer tout puissants partout où ils sont, et ils n'ont pas tort. C'est comme ça qu'on les aime, ou pas. Mais il ne faut pas toujours se fier aux apparences, tout n'est pas rose chez eux. Un exemple parmi tant d'autres se situe au Texas, un état américain connu pour ses exploitations de pétrole et de gaz de schiste, dont la principale méthode d'extraction est la fracturation hydraulique, qui consiste à injecter de grandes quantités d'eau sous très haute pression dans la roche afin de collecter les hydrocarbures. Certains rapports récents prouvent que ces industries ont grandement accéléré la sécheresse du Texas. Certaines villes ont d'ailleurs strictement interdit la fracturation hydraulique, obligeant la plupart des exploitants pétroliers à s'approvisionner en eau par camion. Certains, moins scrupuleux, iront jusqu'à négocier les réservoirs d'eau servant aux exploitations agricoles des environs. Vous connaissez tous la CIA, qui est l'agence centrale de renseignement américaine, et qui a la particularité d'être totalement indépendante du gouvernement des États-Unis. Mais revenons à notre opération. Nous sommes en 1951 en Iran. Mohammad Mossadegh obtient alors le poste de premier ministre du pays et c'est plutôt une bonne chose vu ses idées progressistes. Comme par exemple la mise en place d'une sécurité sociale ou le contrôle du prix des loyers ou l'instauration d'une démocratie laïque ou encore l'indépendance du pays face aux occidentaux. Et j'en passe. Mais là où ça a vraiment pas plu à tout le monde, c'est sa décision de nationaliser l'industrie pétrolière iranienne, qui était alors sous contrôle de l'Angleterre depuis 1913. Et malheureusement, il n'arrivera pas à ses fins. Un coup d'état le chassa du pouvoir en 1953. Et c'est après de longues années de déni qu'en 2013, la CIA admet enfin avoir eu un rôle dans le renversement de Mohammad Mossadegh, qui termina ses jours en résidence forcée. Et c'est ainsi que se résume l'opération Ajax. Et croyez-moi, vous n'avez pas fini d'entendre parler des Américains. On passe au 8. Bon, c'est pas nouveau, les écoutes téléphoniques ou lectures d'emails, ça peut se faire pour une enquête judiciaire par exemple. Mais saviez-vous qu'il existe un réseau mondial d'espionnage multimédia ? Je vous présente Echelon, un réseau principalement composé de paraboles terrestres, de plusieurs satellites autour de la planète, ainsi que d'un sous-marin. Le tout est capable d'intercepter, d'écouter ou de lire vos appels téléphoniques, SMS, emails, fax ou encore transmissions radio où que vous soyez dans le monde. Echelon provient d'un accord entre les États-Unis et le Royaume-Uni en 1943, alors que ces deux pays sont en pleine guerre mondiale. Ils décident de mettre en commun le renseignement provenant de l'interception des communications. En 1946, ils seront rapidement rejoints par le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Le réseau restera secret pendant plus de 40 ans jusqu'en 1988 où il fut dévoilé au public par Duncan Campbell, un journaliste écossais. Et il faudra attendre seulement 1995 pour que le Canada reconnaisse officiellement son existence et 1999 pour l'Australie. Bref, une belle bande de curieux en tout cas. Un pistolet à micro-fléchette empoisonnée. L'idée n'est pas nouvelle car l'invention de la flèche empoisonnée existe depuis bien longtemps. Des peuples comme les Gaulois ou les Romains l'utilisaient déjà à l'époque de l'Antiquité. Mais revenons dans le futur, ou plutôt dans le passé, enfin bref, en 1975. C'est grâce à une enquête du Sénat concernant les activités illégales de la CIA que l'on a appris l'existence de cette fameuse arme capable de provoquer une crise cardiaque. On est très loin des flèches antiques car le projectile était si tellement petit qu'il pourrait jusqu'à ne faire rien ressentir à la cible au moment de l'impact. Au pire, une sensation de piqûre de moustique. Et ce n'est pas tout, la mini-fléchette est capable de se dissoudre elle-même après pénétration dans la peau. Le poison fera ensuite son travail et se dénaturera rapidement dans le corps au point qu'il sera presque impossible aux médecins légistes de croire en un assassinat mais plutôt en une mort naturelle. Je vais peut-être ressentir la prochaine piqûre de moustique autrement. Et oui, encore une petite histoire concernant les États-Unis, mais pas que. Nous sommes en 1959, à Cuba. Une révolution porte Fidel Castro au pouvoir. Cette première réforme concerne la nationalisation de nombreuses exploitations américaines présentes sur l'île. Les propriétaires seront expulsés de Cuba, et les travailleurs des exploitations travailleront désormais pour le gouvernement. Je vous laisse imaginer, ça ne plaît évidemment pas du tout aux Américains, mais ce n'est pas tout. Vu leurs idées similaires, Fidel Castro commence à tisser des liens avec l'URSS, qui est en pleine guerre froide avec les États-Unis. S'ensuit un blocus en 1960 et une interruption des relations diplomatiques entre Cuba et les États-Unis en 1961. Quelques mois plus tard, les USA ont un plan. Ils décident d'envoyer 1400 exilés cubains entraînés par la CIA afin de renverser le gouvernement Castro. Ce fut un fiasco total. Après cet échec, le président John Fitzgerald Kennedy forme un groupe afin de lutter contre la mise en place du communisme à Cuba. Le général William Craig proposera alors le plan Northwoods au fameux groupe anti-Castro. Le plan consistait à faire subir des dommages à l'armée et à la population américaine afin de faire réagir l'opinion publique et
appuyer de futures opérations militaires de grande envergure. Heureusement, le président Kennedy et le secrétaire à la défense Robert McNamara refuseront catégoriquement ce plan. Les États-Unis s'engageront alors à ne pas attaquer Cuba, qui deviendra officiellement allié de l'URSS. Peu de temps après, le 22 décembre 1963, John Fitzgerald Kennedy se fera assassiner. Bref, pour une fois que quelqu'un a réussi à tenir tête aux États-Unis, allez, on passe au suivant. Vous allez me dire que je suis sponsorisé par l'association de dénonciation anti-américaine, mais pas du tout. Enfin, vous avez deviné, on va encore parler de la bannière étoilée. Tout commence en Asie. Il existe un conflit entre le sud et le nord du Vietnam depuis 1955, dont les origines proviennent entre autres de la guerre froide. Le sud soutient les États-Unis et le nord soutient l'URSS. Jusqu'en 1959, chacune des deux parties va s'armer grâce à leurs alliés respectifs, et c'est ainsi que la guerre du Vietnam commencera réellement. Les Américains continueront à apporter leur soutien logistique et militaire au sud du Vietnam jusqu'au 2 novembre 1962, le jour où John Fitzgerald Kennedy décide de retirer l'armée US du territoire asiatique. La fin du retrait des troupes est prévue pour la fin d'année 1965. Malheureusement, le président se fait assassiner le 22 décembre 1963 et son successeur Lyndon Johnson, au contraire, prit la décision d'annuler cet ordre et d'augmenter la taille de l'armée américaine au Vietnam. Le 2 août 1964, le destroyer américain USS Maddox en mission de reconnaissance dans le golfe de Tonkin se fait attaquer par 3 torpilleurs nord-vietnamiens. Après s'être pris une balle, il choisira de faire demi-tour et de rentrer à la base. Et oui, vous avez bien entendu, il s'est pris une balle. Il se dirigera à nouveau vers le nord 2 jours plus tard, mais cette fois-ci en compagnie d'un deuxième destroyer, le USS Charles Turner Joy. La météo est alors mauvaise et l'opérateur sonar du Maddox reçoit 10 signaux inconnus. Les deux navires ouvrent alors le feu en direction de ces signaux sans pour autant avoir la conviction de toucher quelque chose. Ce n'est que beaucoup plus tard, en 1995, que le commandant en chef des forces nord-vietnamiennes à la retraite confirmera qu'il n'y avait aucune force armée nord-vietnamienne dans ce secteur ce jour. D'ailleurs, un officier américain affirmera qu'il s'agissait certainement d'un opérateur sonar excessivement zélé, qui entendait sûrement sa propre hélice. Mais là n'est pas le côté dramatique de la situation, c'est à partir de ces événements que les forces américaines commencèrent les assauts massifs contre le Nord-Vietnam. Alors, un simple malentendu ou était-ce astucieusement orchestré afin de faire valoir les prochaines attaques? À vous d'en juger. La prohibition. Il s'agit en fait de l'interdiction de fabriquer, d'importer, d'exporter, de transporter ou encore de vendre des boissons alcoolisées. La plus connue s'est déroulée aux États-Unis, de 1919 à 1933. Et oui, encore eux. Ils sont vraiment partout ces Américains, c'est incroyable. Et c'est dans cette période que le gouvernement américain enrôle le FBI afin d'empoisonner la population récalcitrante aux lois prohibitives. La mission des agents est de contaminer une certaine quantité de caisses d'alcool avec des poisons tels que l'arsenic ou encore de l'ammoniac. On estime aujourd'hui le nombre de victimes à 1 millier de morts, tout ça pour faire respecter une loi. Alors c'est sûr, ils n'y ont pas été par 4 chemins. Allez, next. Gladio est un mot italien qui signifie glaive en français. Et l'opération va bien porter son nom car dans le genre agressif on atteint un bon petit niveau. C'est donc un réseau italien créé peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale afin de lutter contre une possible invasion soviétique de l'Europe de l'Ouest. Leur objectif initial fut vite mis de côté pour participer à diverses opérations terroristes à travers toute l'Europe, y compris en France, en Belgique ou en Suisse. Selon le témoignage d'un membre de l'opération Gladio qui purge aujourd'hui à perpétuité une peine pour l'assassinat de plusieurs policiers, le but était de pousser la population italienne à réclamer au gouvernement une plus grande sécurité, alors que le commanditaire n'est autre que le gouvernement lui-même. Garder le contrôle de la population grâce à la terreur, ça ne vous rappelle pas quelque chose? Et non, ce n'est pas la blague de la vidéo. C'est du sérieux. La CIA a bel et bien trempé dans un trafic de drogue à l'échelle mondiale. C'est à partir des années 80 que les premiers soupçons font leurs apparitions. Les Contras, ou contre-révolutionnaires, luttent contre le gouvernement de Nicaragua, qui est à tendance extrêmement socialiste, donc carrément à l'encontre des idéologies américaines. C'est pourquoi la CIA va fermer les yeux sur un trafic de cocaïne de ces fameux Contras sur le territoire américain, afin de financer leurs forces armées. Plusieurs témoignages confirment ces affirmations, dont celui d'un ancien officier de police de Los Angeles. La CIA ainsi que des cartels bancaires seraient les principaux piliers d'un trafic mondial de stupéfiants, estimé à plusieurs centaines de milliards de dollars par an. Vous en pensez quoi, vous? Moi, je trouve ça digne d'un scénario de film, et que c'est aussi une bien triste réalité. Bon allez, il nous en reste plus qu'un, le premier de cette sélection. Moitié homme, moitié animal. Bon, je vous rassure, ce n'est pas demain qu'on va voir se balader des hommes crabes ou des femmes papillons. Nous sommes en 2011, en Angleterre. 155 embryons hybrides humains-animal ont été créés secrètement sur l'espace de 3 ans. Le but officiel est bien sûr tout à fait louable, parce qu'il s'agit du développement de cellules souches embryonnaires afin de traiter certaines maladies incurables. Certains disent qu'il existe un but caché à ces expériences, afin de créer des humains améliorés, dotés d'une plus grande force ou de meilleure vue, ou même capables de courir 2 ou 3 fois plus vite. Mais tout ça n'a jamais été prouvé. À l'heure d'aujourd'hui, les laboratoires anglais ont stoppé la création
création de ces embryons pas très naturels par manque de financement. Et dans le cas où un généreux donateur pointerait le bout de son nez, j'espère en tout cas que ces objectifs ne dévieront pas du but premier de ces expériences. Et voilà, ce deuxième épisode est fini. Il existe plein d'autres théories du complot mais qui sont difficilement vérifiables. En tout cas, j'espère que je n'ai pas démoli la confiance que vous avez envers nos chers dirigeants et que cette vidéo vous aura plu surtout. Si c'est le cas, abonnez-vous, levez le pouce bien haut et surtout partagez, c'est ultra important pour faire connaître un petit peu plus la chaîne. En attendant, portez-vous bien, ciao!